Hélène Frappa, agrégée de philosophie, romancière, traductrice et critique de cinéma, était mercredi 1er février 2023 à la librairie Ombre Blanche. Elle y présentait Trois femmes disparaissent, son roman paru aux éditions Actes Sud. Bonsoir, merci pour votre présence, merci de nous excuser pour le retard, mais bon, il y a eu un petit peu de retard de train pour Hélène Frappa. Un lion s'était couché sur les voies. Un lion. Non, mais vous nous racontez elle nous raconte des fables. C'est mon boulot de raconter des fables. Comment ? Vous voyez ? C'est pour ça qu'il est reparti, il a eu peur. Bon, on parlera de léopard, mais à la fin. Vous verrez qu'il y a plein de lions et de léopards dans et de lions. Cette histoire. Ouais. Voilà, vous êtes venue, Hélène, la première fois que vous êtes venue à Ombre Blanche, c'était pour votre premier livre, qui était le livre sur un drôle de lion du cinéma, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup compté d'abord, j'imagine, pour vous. Pour moi aussi, c'était Jacques Rivette, dont vous étiez venu pour parler, c'était au cinéma Le Cratère. Oui. Et je vous avais reçu pour ce premier livre au Cahier du cinéma sur quelqu'un qui avait beaucoup compté pour ce magazine, pour cette revue, et donc qui était Jacques Rivette, qui était un immense cinéaste. Puis vous avez fait de la traduction, notamment d'écrits de philosophie, de Hannah Arendt, de Théodore Adorno. Vous avez été productrice à France Culture, critique au Cahier, peut-être ailleurs. Vous avez beaucoup publié, écrit, et vous êtes donc aussi romancière, et avec des premiers livres chez Alia, et puis des romans chez Actes Sud pour lesquels nous avons à plusieurs reprises reçu. Et ces livres, ces romans sont aussi, on va dire, empreintes de sources d'inspiration. Le roman gothique pour Lady Hunt. Le conte, un conte c'est toujours cruel, hein, on va y venir. C'était Le Dernier Fleuve, pour lequel je crois que vous étiez venu il y a quelques années. Parmi ces inspirations aussi, il y a les fantasmes, et des fantasmes érotiques. C'était votre avant-dernier livre, désormais, Le Mont Fuji. Le Mont Fuji n'existe pas. Voilà toutes ces inspirations qui conduisent à cette enquête pour laquelle... Puisqu'après tout, il y a un détective, c'est qu'il y a donc une détective, c'est qu'il y a une enquête au cinéma. Vous aviez fait une enquête sur Rivette, une autre sur Rossellini, qui avait donné plutôt des essais. Et cette fois-ci, on va dire, ce n'est ni une enquête, ni un rapport, mais c'est une œuvre littéraire très poétique, une espèce de long poème cinématographique, on pourrait dire, pour essayer d'approcher une problématique peut-être générale, qui est celle des femmes et des actrices et le cinéma. Mais finalement, je crois que ce qui emporte le tout, c'est un regard sur des singularités. Peut-être la plus singulière de toutes, c'est Tippi Hedren, et puis une fille de Tippi Hedren, et puis encore une fille de la fille de Tippi Hedren. Donc trois femmes de cinéma qui disparaissent. La femme de Hitchcock, une femme disparaît, finalement elle réapparaît. Les vôtres, je ne sais pas si elles réapparaissent. Je vais peut-être juste lire le très court préambule de ce livre, et puis je vous laisserai réagir et nous expliquer d'où vient ce désir, cette envie, cette impulsion. Voilà. Il était une fois trois femmes en fuite. La première parvient à s'échapper, la deuxième disparaît, la troisième est la doublure des deux autres. Sont-elles brunes, blondes ou rousses ? Je pense qu'on reviendra d'ailleurs aux cheveux, à la chevelure. Ça dépend. Sont-elles liées entre elles ? Grand-mère, fille, petite-fille, leur lien déroule le fil de 3 générations. Les fugueuses sont-elles anonymes ? Un entrefilé, en page des faits divers, a-t-il signalé leur absence ? Leurs visages sont célèbres dans le monde entier. Leurs faits et gestes connus et scrutés de tous. Prendre la fuite pour ces stars relève de l'exploit. Quitter la scène pour ces femmes est une question de vie ou de mort. 3 femmes disparaissent,
3 générations d'actrices. Sous le regard d'une détective, leur disparition devient une métaphore. Voilà. Alors, vous êtes la détective ou un peu ? Comment ? Alors, il y a une détective, effectivement. Il y a une enquête, donc il faut une détective. J'ai mis du temps à la trouver, la détective, parce qu'en fait, ça faisait 20 ans que j'étais obsédée par cette histoire. Il y a 20 ans, dans un festival de cinéma, à l'époque où j'étais critique, j'avais vu un film, un documentaire, en fait, d'une actrice. Alors, c'est une autre famille hollywoodienne qui compte beaucoup d'acteurs en son sein. Plutôt une fratrie, c'est les frères et les sœurs Arquette. Alors, dans la famille Arquette, je demande Rosanna. Moi, j'aime beaucoup Patricia aussi, mais bon. Rosanna Arquette, qui avait fait un très étonnant documentaire qui s'appelait Searching for Debra Winger. Documentaire qu'on trouve depuis quelques mois maintenant sur YouTube. Et où elle partait à la recherche d'une disparue. Alors, en fait, il faut savoir qu'à Hollywood, si vous ne tournez plus, vous êtes mort, en fait. Vous avez disparu. Donc, Debra Winger, elle avait pas réellement... Elle n'était pas morte, mais elle ne tournait plus. Elle avait arrêté de faire l'actrice. Et donc, Rosanna Arquette, pressentant qu'il y avait quand même une histoire là-dedans très intéressante dans cette disparition, était partie à sa recherche. Et puis, au passage, avant de la retrouver, elle rencontrait beaucoup d'actrices, dont Mélanie Griffiths. Donc, dans mon histoire, c'est la fille, puisqu'il y a une grand-mère, une mère. C'est une vraie histoire. C'est-à-dire que c'est un livre, moi, peu importe, vous l'appellerez comme vous voudrez, un conte, une fiction, une non-fiction. Il y a eu un très bel article dans la presse suisse qui a dit un essai. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre eux. En fait, je vais vous dire en vrai ce que c'est. J'ai compris ça après l'avoir écrit, c'est que c'est une tragédie grecque, littéralement. Je ne savais pas, en fait. Je disais en arrivant que je suis obsédée depuis 2 mois par Florence Dupont, qui est une helléniste dont j'ai découvert l'existence grâce à mon fils aîné. Et j'ai découvert ces extraordinaires traductions par exemple, d'Antigone. Et ça m'a complètement bouleversée parce qu'en fait, j'ai compris ce que j'avais fait rétrospectivement et je me suis dit, en fait, c'est pas mal ce que tu as fait sans le savoir. Elle dit, la tragédie, on pense, à tort, pour ne pas dire bêtement, que c'est un texte à cause d'Aristote. Elle n'aime pas Aristote, moi non plus. Il commence à m'emmerder beaucoup, cet Aristote, je dois dire. Pour plein de bêtises qu'il a pu dire, mon Dieu, des élucubrations, notamment sur les femmes, qui sont exceptionnellement stupides. Mais alors, Aristote a dit, entre autres, cette chose qui est le théâtre, c'est le texte. Bon, et elle dit, non, en fait, c'est pas le texte, parce que c'est de la musique, à l'époque, et c'est des larmes. On en parlait en arrivant avec Christian, c'est-à-dire, ce sont des chants funéraires, au départ, qui sont donc à une époque où les femmes ne sont pas censées ni monter sur scène, donc à l'époque grecque, de la Grèce antique, ni aller aux enterrements, porter ces chants funéraires. Eh bien, on fait monter des hommes masqués en femmes sur scène, et puis il y a un chœur. Et alors le chœur, comme dans Antigone, elle dit, soit il pleure avec le personnage, soit il pleure pas. Et en fait, c'est ça qui est déterminant. C'est-à-dire, c'est de la musique et des larmes. Avec Antigone, on pleure. Le spectateur pleure du coup. Avec Créon, on pleure pas. C'est-à-dire, quand il fait son long monologue final de défense de cette dictature totalement patriarcale, pour le coup, Créon, et ben là, on ne pleure pas. Donc, en fait, moi, Christian a très bien lu effectivement le premier chapitre, mais il est précédé d'une phrase qui fait partie du texte. Pour moi, ça commence par « Est-ce que je peux pleurer pour toi ?» Il commence comme ça, le livre. Et en fait, alors c'est une phrase qui va revenir dans un film, qui n'est pas un film directement lié à mon histoire, mais qui est le dernier film dans lequel Marilyn Monroe a joué avant son suicide. Donc, c'est le film de George Cukor, Something Got to Give, quelque chose doit craquer, en français. Donc, film inachevé, dont les rushs ont été montés. Vous pouvez les trouver aussi sur YouTube. Et à un moment, donc c'est l'histoire d'une femme qui fait écho à toutes les histoires qu'il y a dans ce livre, qui font toutes écho les unes aux autres. Ce sont toutes les mêmes histoires, sans aucune différence. Et ça se passe à Hollywood, ça se passe à Beverly Hills. Ce sont des stars, elles sont très riches. Et en réalité, toutes ces histoires-là sont identiques à celles que moi, en écoutant, passant ma vie à écouter les autres, c'est mon boulot d'écrivain, j'ai pu entendre dans ma vie, en particulier quand les femmes racontent leur vie, il n'y a aucune différence. Donc, Marilyn Monroe est une mère qui, dans ce film, part à un moment, elle s'enfuit. Elle s'enfuit, elle fuit son mari, ses enfants. Elle part sur une île, il y a un naufrage, elle se retrouve coincée sur cette île. Quand elle revient,
Plusieurs années après, elle voit son fils, qui ne sait pas que c'est sa mère, au bord d'une piscine de son ancienne maison. Et le petit garçon se fait mal, et elle lui dit, elle sent qu'il ose pas pleurer, elle lui dit, tu sais, dans l'île où j'étais, quand un garçon n'ose pas pleurer, quelqu'un pleure pour lui. Can I cry for you? Est-ce que je peux pleurer pour toi? Donc j'ai choisi cette phrase pour commencer. C'est pas une citation pour moi, c'est pris dans le texte, parce qu'en fait c'est ça dont il est question. C'est vraiment dans l'histoire même qui est racontée et dans sa forme, je pense, de faire en sorte d'avoir une telle empathie que des larmes puissent être versées pour des histoires qui sont de l'ordre de la tragédie. Alors, c'est quoi les histoires de l'ordre de la tragédie? C'est des histoires, en fait, où les personnages... Donc, il y a ça commence... En vrai, ça commence avant. Ça pourrait commencer, je sais pas, avec Hélène de Troie. Ça pourrait commencer avec toutes ces femmes de la tragédie grecque, où, en gros, on leur disait toutes... les dieux leur disaient... Ah, vous êtes tellement belle que vous avez provoqué une guerre. Salope. Entre parenthèses. Ça pourrait être une traduction parfaite de Florence Dupont. Elle traduit très littéralement les textes. Ou alors, la plupart du temps, ils ne leur disent même pas « vous êtes tellement belle », ils les violent directement, les dieux, ces femmes, qui sont soi-disant si belles. Orson Welles disait « le système hollywoodien punit les hommes dans le système hollywoodien, les producteurs punissent les femmes pour leur beauté. Pourquoi ? Pourquoi, à vrai dire ? Quels crimes ont-elles commis, sachant qu'elles ne sont là que pour cette soi-disant beauté, qui est elle-même une mythologie, puisque on sait bien que le titre de plus belle femme de l'année qu'a eu Mélanie Griffiths, qu'a eu Tippi Hedren, qu'a eu Dakota Johnson, il n'est décerné que pour qu'ensuite la femme en soit destituée. C'est un prix, une illusion de prix qui est donnée pour ensuite être arrachée comme un masque. Donc, dans la tragédie, ces dieux, je disais, se déguisent, souvent en animaux, souvent en gros oiseaux énormes, en cygnes. Ça, c'est l'histoire d'Hélène, qui va violer, de Zeus, qui va violer Léda, qui va accoucher d'un œuf. Cet œuf, ce sera Hélène. À partir de là, Hélène sera enlevée. L'histoire est dans le livre. Enfant kidnappé et reviolé à son tour. Voilà, c'est que des histoires comme ça. Et par ailleurs, dans ces histoires-là, si on pense par exemple à Oedipe, les personnages, c'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est pas qu'ils sont pas ils sont ni gentils ni méchants, c'est pas le sujet. Vous n'allez pas dire « Ah, Médée, elle est pas sympa ». C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils sont aveuglés. Ça marche comme ça. Donc, on peut pas les juger, en quelque sorte. Ils sont aveuglés. Donc, dans cette histoire, donc dans la famille, commençons par la grand-mère. Donc, la grand-mère, c'est une femme donc, qui naît en... Alors, attends, c'est 50... elle a 92 ans. C'est 30... Tippi Hedren, j'ai aucune mémoire des dates. Il faut que tu me rappelles, passe-moi le livre, c'est écrit au début, le premier chapitre. Ça, c'est vraiment... Moi, en tant que détective, j'avais intérêt à prendre des notes. Elle est née le 19 janvier 1930. Voilà, elle s'appelle Nathalie au départ, et donc son père l'appelle Nathalie. Et puis finalement, il se ravise. Donc il a ce pouvoir de lui donner un nom. Il dit « Ah non, c'est un peu trop sérieux comme prénom, Nathalie. Finalement, je vais l'appeler Tippi. » Tippi, en suédois, le père est d'origine suédoise, ça veut dire petite fille. Donc, elle est nommée à sa naissance petite fille. Petite fille, elle est nommée, petite fille, elle va rester. Et d'ailleurs, cette condition de petite fille va se transmettre de génération en génération, comme s'il y avait quelque chose du côté de la tragédie qui empêchait la femme de grandir et qui la figeait à ce statut de petite fille, à cette voix de petite fille, tout en la condamnant. Alors là, je reviens à Aristote, qui condamnait les femmes justement pour ces voix. Elles n'ont pas les testicules qui descendent, je cite Aristote. Donc ces voix de petites filles. Donc tout ça est déjà écrit d'une certaine manière. Et elle est très jolie, Tippi. Donc on va la faire tourner dans des enfants, adolescentes, dans des publicités. Et puis un jour, elle va jouer dans une publicité de régime, évidemment, parce que tout ça finalement a beaucoup de sens. Et puis il y a quelqu'un qui lui est très 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 laid. Il n'est pas du tout joli comme elle. Il est vraiment très laid. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et je pense qu'il est temps de dire d'ailleurs, d'appeler une chatte, pour dire les choses clairement. Donc ce monsieur très laid, qui a un énorme ventre, regarde la télévision, il voit cette jeune fille extrêmement belle, extrêmement mince, qui joue pour un produit de régime. Il fait comme ça et il dit « Find the girl ». Comme ça. Donc là, évidemment, on est dans Cendrillon.
hein. C'est-à-dire, on est dans Cendrillon, le moment où le prince va au bal. Alors, si on relit Cendrillon, ce que j'ai fait, enfin, ma détective a relu Cendrillon, et elle a été un peu étonnée qu'en fait, comment dire, ce qu'on appelle, ce que Tippi Hedren va appeler le schéma à la Cendrillon, elle dit, oh, j'ai eu un schéma Cinderella pattern, schéma à la Cendrillon toute ma vie. Que si on regarde bien le schéma à la Cendrillon, c'est un peu effrayant. D'abord parce que le prince, il n'est pas tellement intéressé par la fille, en fait. Il est intéressé par son pied et ou sa chaussure. Donc, à l'évidence, il est comme Hitchcock, il est un peu fétichiste. Et donc, il dit qu'il faut trouver la fille, mais qui va rentrer dans la chaussure. Il regarde le pied pendant le bal. Donc, Tippi Hedren, les cadres de Universal obéissent à ce monsieur qu'il a vu, qui est donc Alfred Hitchcock. Ils lui disent, écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un, on ne va pas vous dire qui c'est. On va vous dire, vous êtes obligé de l'appeler monsieur. Il vous appellera Tippi. Donc, petite fille. Vous l'appellerez monsieur ou la fille. Il vous appellera Tippi ou la fille. Et puis, vous allez signer un contrat. Donc, elle arrive, elle est mère célibataire, elle n'a pas un rond, elle est d'une famille pauvre, elle voit un contrat, tout est flou, dit-elle. Et puis, elle voit $500 par semaine, ce qui pour elle est énorme. Bon, en vrai, c'est pas énorme. C'est évidemment beaucoup moins que ce que gagnent les acteurs masculins de l'époque, par ailleurs. Elle signe. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, et là, elle rencontre monsieur. Et elle dit, c'était une citation tout à l'heure, la première fois que j'ai vu Alfred Hitchcock, je l'ai trouvé extraordinairement laid. Cette question-là, elle est très importante. Elle est d'autant plus importante que cette femme et toutes les autres, et toutes les autres, sont intégralement jugées depuis leur naissance sur des critères physiques, de beauté, de rides, de poids, et c'est toujours trop ou pas assez. Trop maigre, trop grosse, trop vieille, trop jeune, toujours. Il y a toujours en excès un défaut. Or, le regard n'est jamais retourné, c'est-à-dire que jamais vous n'avez lu un article dans un journal, et ça n'arrive toujours pas, ou qui vous dit, mon Dieu, allez voir ce film de ce cinéaste. Alors, il est un peu moche, le cinéaste, mais alors, le film est super. Ou alors, il a des beaux yeux verts, ce cinéaste. Vous n'avez jamais lu ça, vous ne le lirez jamais. Pareil pour les écrivains. En revanche, les écrivaines, on peut, au passage, effectivement, faire des commentaires sur leur physique. Donc ça, c'est destinal. C'est-à-dire, c'est du côté du destin. Enfin, c'est du côté du destin, non, c'est complètement idiot ce que je viens de dire, pas du tout, c'est totalement historique. Ça, c'est décidé avec, probablement, ce moment de la mythologie qui décide, qui va figer un certain nombre de figures, de figures historiques qu'on retrouve exactement dans cette histoire. Donc, elle le trouve extraordinairement laid, mais lui... Elle ne sait pas à ce moment-là qu'elle vient de signer un contrat qui va lui donner une exclusivité absolue sur son existence pendant 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, elle n'a le droit de tourner qu'avec lui. Elle doit être, je cite, entièrement sexuellement disponible à cet homme. Elle n'a le droit de ne parler à aucun autre homme, c'est-à-dire même sur le tournage, elle n'a pas le droit de parler aux techniciens, elle n'a pas le droit de parler à ses partenaires masculins. Elle doit, la manière dont elle est habillée sur les tournages, certes, est intégralement décidée, mais la manière dont elle est habillée en dehors des tournages, y compris les sous-vêtements, est intégralement décidée par lui. Il la fait suivre, etc., etc. Mais ça, c'est rien à côté de ce qui va se passer sur les 2 films qu'elle va faire avec lui, qui sont donc Les Oiseaux et Marnie, c'est-à-dire le fait qu'il va... alors, si on commence par Les Oiseaux, lui donner un personnage, donc c'est l'histoire d'hommes qui donnent des noms à des femmes. Donc, son père l'a appelé Tippi. Et puis Hitchcock va lui dire, la première chose qu'il va lui dire, c'est à partir de maintenant, vous m'appartenez, donc je vais mettre votre nom entre 2 griffes. Donc, il va faire ce qui n'est jamais, d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire du cinéma, ni dans, évidemment, l'histoire de la carrière de Tippi Hedren. Peut-être vous l'avez pas remarqué, ça vous a pas frappé, mais quand on voit au générique de Marnie et des Oiseaux le nom de Tippi Hedren, il y a écrit, c'est une griffe, c'est pas un guillemet, c'est une griffe. Comme ça, comme un seul guillemet, si vous voulez, qui enserre Tippi Hedren. Et ça, c'est Hitchcock qui stipule par contrat. Donc, il va lui donner un nom pour son personnage, et il va appeler son personnage Mélanie. Or, quand il fait ça, il sait très bien que c'est donc une mère célibataire, elle élève seule sa fille de 5 ans, qui s'appelle Mélanie, donc qui va devenir ensuite Mélanie Griffiths, deuxième star, puisque c'est une lignée de 3 femmes qui sont 3 stars. Et la petite Mélanie, donc elle-même va être nommée Mélanie, et se retrouver sur un tournage où il va lui dire que
des oiseaux mécaniques vont l'attaquer, vont être truqués, ce sera des vrais oiseaux. Donc elle manque d'avoir un œil crevé. Et puis surtout, elle manque de mourir, puisqu'à un moment, elle est tellement attaquée, donc il lui fait attacher autour de la taille, en fait, tout son corps est intégralement recouvert de bandelettes. Ces bandelettes, en fait, dépassent. Aux bandelettes, les oiseaux vivants, donc des centaines d'oiseaux vivants qui sont dans des cages autour d'elle, vont être attachés aux bandelettes avec des élastiques. Par-dessus, la costumière va lui coudre sa robe. Et pourquoi ces élastiques ? Parce que ça donne aux oiseaux juste la distance pour pouvoir s'éloigner, prendre... voilà, comment prendre, comment on dit, dans l'envol, pour ensuite, clac, retomber sur elle. Voilà, et voilà. Alors, les oiseaux, ils ont un très, très bon... Alors, elle a un contrat qui stipule que sur 6 mois de tournage, elle a une demi-journée de repos. Les oiseaux, en revanche, sont hyper bien traités, puisque la Société de protection des animaux américaine ne plaisante pas. Donc, ils ont des horaires de travail très courts, ils sont très bien, ils doivent avoir des horaires de sommeil respectés, ils sont extrêmement bien nourris, ils ne travaillent pas le week-end, ils ont des jours de repos, des vacances, etc. Donc, ça va durer, alors, pour résumer, moi, c'est ce que j'appelle, enfin, c'est ce que ma détective, qui se prend pour Columbo, comme je disais, qui se prend vraiment pour Columbo, c'est-à-dire de fait, Columbo à qui il manque un œil, tout ça, c'est des histoires Dieu. Donc, elle manque d'avoir l'œil gauche crevé. Et puis, un médecin arrive sur le tournage, il dit à Hitchcock, mais vous voulez la tuer, en fait, parce que là, elle va crever, en fait. Elle finit par tomber dans une sorte de coma au bout des 5 pires jours de ce tournage. Elle tombe littéralement comme dans un conte de fées. Là, on est passé à La Belle au bois dormant. Et puis quand elle se réveille, le plateau de tournage immense est entièrement désert, vide. Il y a personne. Je suis en train de trop raconter ce livre. Je suis passionnée par ce livre, donc je raconte trop. Je continue ? Ok, bon, c'est bien. Vous dormirez bien ce soir. Je vous fais les histoires pour vous endormir. Enfin, non, vous allez faire des énormes cauchemars. Pardon, publicité mensongère. Et donc, voilà. Elle rentre chez elle. Elle est... Alors, les hommes diraient, elle est folle. Hein. Elle est folle, dit Piedrine. Bon, elle n'est pas du tout folle. Elle est traumatisée. Donc, elle tombe dans une sorte de coma chez elle. Elle dort. Sa fille est en panique, la petite Mélanie qui a 5 ans. Et la fille s'occupe de sa mère comme si elle était elle-même sa mère. Et là, ça commence franchement à se dérégler. Surtout qu'au même moment, c'est l'anniversaire de la fille qui va recevoir en guise de cadeau de la part de Monsieur Hitchcock, puisqu'il faut l'appeler comme ça, un petit cercueil en bois, en sapin, avec dedans une poupée miniature qui reproduit donc à l'identique sa mère, avec les mêmes vêtements que ceux qu'elle porte sur le tournage des oiseaux, le même tailleur, la robe tailleur veste vert amande, le même fard à paupières vert amande sur les yeux, c'est grand comme ça, hein, c'est comme une Barbie, hein. Le même chignon, vous voyez le chignon hitchcockien, etc. Bon, après il y a Marnie. Marnie, l'histoire d'une femme qui est kleptomane, qui a assisté enfant au viol que subit sa mère, qui est prostituée, qui manque de se faire violer par un client de sa mère. Ça, c'est l'histoire de Marnie. C'est de plus en plus hard, hein, de toutes ces histoires-là. Et alors là, Marnie, il va franchir un cap. C'est-à-dire qu'effectivement, Hitchcock... Alors, c'est un film très étrange, hein, parce que ça raconte l'histoire d'une femme qui se fait violer à plusieurs reprises. C'est vu du point de vue de la femme violée, le film. On ne peut pas dire que ce soit un film... C'est un film réalisé par un violeur, vu du point de vue d'une femme qui se fait violer. Donc, c'est un film assez étrange, enfin, magnifique, à vrai dire, je trouve, mais assez insoutenable à regarder. Et là, il y a un degré de violence supplémentaire, puisqu'effectivement, il ne va cesser. Alors, dans les mémoires sur lesquelles ma détective, qui a à peu près lu tous les documents, vu tous les films, lu tous les journaux américains et qui a travaillé pendant 20 ans sur son enquête, tout est référencé en notes, etc., il la viole, en fait. Alors, elle décrit ce qui est un viol en disant qu'elle ne veut pas en dire plus, que ça a été le contact le plus hideux. Bon, il le fait à plusieurs reprises. Il l'enferme dans des limousines, il l'enferme dans sa loge, il l'enferme... Bon... donc c'est l'histoire d'une femme qui va, pour sa survie, devoir prendre la fuite. En même temps, elle est prisonnière de ce contrat. Pendant 5 ans, elle reçoit des offres, notamment de, par exemple, François Truffaut. Il ne les lui transmet jamais. Elle reçoit des offres pour recevoir des prix de la meilleure actrice. Il ne les lui transmet jamais. Elle reçoit des offres pour participer aux plus grandes émissions de télé. Il ne les lui transmet jamais. Il l'emprisonne.
Oh, $500 par semaine, oui. Oui. Il lui dit, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes mère célibataire et vos parents sont pauvres. Ils sont à votre charge. Vous ne pouvez pas vous échapper. Au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans pour le coup, la logique, même capitaliste, effectivement. Vous êtes mon esclave, en fait. Même financièrement, vous ne pouvez pas partir. Et elle prend la fuite. Bon. Elle prend la fuite, sauf que, et c'est là où moi, quand j'ai découvert cette histoire, ça commençait à m'intéresser, parce que jusqu'à présent, on pourrait dire on connaissait un peu l'histoire. C'est une histoire que personne n'a jamais eu envie de regarder en face, hein, ça je peux le dire sans forfanterie. Notamment les cinéphiles, en particulier français, n'ont jamais eu envie. Moi j'adore les films d'Hitchcock, hein, si vous voulez, mais il y a un moment, il faut regarder les histoires en face, et l'histoire, c'est vraiment des films d'horreur, en fait. Quand je disais snuff movie, c'est ces films qui montre en direct une vraie mort, parce qu'en fait, elle est tuée, on assiste à un assassinat en direct, c'est du vrai sang, en fait. Donc elle va s'enfuir. Le problème étant, et ça c'est un problème à mon avis pas tout à fait universel, enfin une vraie question universelle, qui est que c'est pas simple de s'enfuir. Et que souvent, les humains, quel que soit le danger, l'épreuve, etc., qu'ils fuient, ont une certaine tendance, étant aveuglés par ce qu'ils ont vécu auparavant, se précipiter aveuglément dans un danger encore plus grand que la situation à laquelle ils viennent d'échapper. Ça peut être, j'en sais rien, quelqu'un qui fuit une histoire d'amour qui l'a complètement brisée, et puis qui va se dire « Ah, il ou elle est l'opposé absolu du ou de la précédente », et en fait, c'est le ou la même empire. Ça, c'est un classique, on pourrait dire. C'est presque un schéma de conte de fées, à nouveau. Bon, ben, c'est ce qu'elle va faire. C'est-à-dire qu'elle va épouser le premier venu, son agent en l'occurrence. Elle ne l'aime pas, elle le dit avec des termes extrêmement spirituels. C'est une femme extrêmement intelligente, Tippi Hedren, et par ailleurs extrêmement gentille, qui aime beaucoup sa fille. Tout ça rend l'histoire incroyablement complexe. C'est pas, si vous avez en tête qui était comme maire John Crawford... C'est pas John Crawford, c'est pas... bon, je sais pas si les monstres existent, je crois pas, mais... enfin, j'en sais rien, mais... Non, c'est pas ça, le sujet. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, elle fuit, elle épouse cet homme, elle l'aime pas. Et puis, ils vont se trouver un amour commun. Et cet amour, ça va être les lions. Ils sont sur un tournage, et puis ils vont, littéralement, tel qu'elle le décrit, tomber amoureux d'une famille de lions. À ce moment-là, son mari produit L'Exorciste. Ils vont se faire plein d'argent grâce à L'Exorciste. Et puis, elle va devenir littéralement obsédée par les lions. Et donc, Tippi Hedren, elle a une énorme villa à Beverly Hills. Bon, alors certes, c'est très grand, mais enfin, quand même. C'est quand même ça à Los Angeles, hein, c'est dans une ville. Elle va peupler cette maison de dizaines et de dizaines et de dizaines. C'est-à-dire, il y en a plus de 100 à un moment. Donc de fauves non domestiqués. Attention, parce qu'elle ne veut pas d'animaux domestiqués. Elle récupère certains vieux animaux dans des cirques parce que elle devient obsédée par ce qu'on appelle en anglais et qu'elle appelle les big cats, les grands chats. Et donc, au bord de sa piscine, il y a des lions qui d'ailleurs ont une certaine tendance au crépuscule. C'est un peu comme les bébés dans les natalités, enfin les maternités. J'ai remarqué que les bébés avaient tendance à pleurer tous au même moment au crépuscule. Bon, bah, les lions font pareil. Et alors, du coup, des fois, à Beverly Hills, une voisine appelle en disant mais enfin, Madame Marshall, donc le nom de son mari, vous n'avez pas entendu un lion? Non, c'était une moto qui passait. Donc, que font les lions? Bien, comme le dit Tippi, on ne peut pas demander, on ne peut pas attendre d'un animal sauvage autre chose que d'être un animal sauvage. Donc, il déchiquette les canapés, il déchiquette tout le mobilier, il déchiquette les chaussures, il déchiquette les pieds, il déchiquette les humains. Et là, un deuxième film d'horreur commence. C'est-à-dire qu'elle va, avec son mari et sa fille, s'engager dans l'histoire la plus folle de toute l'histoire du cinéma. Et je peux vous dire, je connais bien l'histoire du cinéma. C'est un film qui s'appelle Roar, comme un lion qui rugit, donc réalisé et produit par Noël Marshall, son mari, avec Noël Marshall dans son propre rôle, avec Mélanie, qui s'appelle Mélanie, avec Tippi qui joue, mais qui s'appelle Madeleine. Alors là-dessus, bon, je ne vais pas tout vous raconter quand même, mais mon inspecteur Colombette, pardon ? Ah non, j'ai entendu, je ne savais pas si le prénom Madeleine vous rappelait quelque chose, je ne vous dirai pas ce qu'il rappelle, mais tout est... Comment ? Tout est dans l'enquête, parce que ça a un sens absolument terrifiant, ce que ça rappelle. C'est un prénom qui a beaucoup de sens dans l'histoire. Au cours de ce tournage,
la petite Mélanie, qui à partir de l'âge de 13 ans va se retrouver à vivre avec des lions, donc à dormir avec des lions. Que font les lions au milieu de la nuit? Déchiquettent Mélanie. Donc Mélanie hurle. La mère débarque en pleine nuit et elle lui dit à sa fille: mais qu'est-ce que tu lui as fait au lion? Donc Mélanie, elle va avoir le visage arraché. Tippi va avoir le visage arraché, elle aura la gangrène, je vous parle de dizaines et de dizaines. Comment? La jambe, voilà, avec un début de gangrène parce qu'elle veut continuer à tourner. De dizaines et de dizaines de plus de 100 points de suture chacune, d'opérations, et au point qu'à un moment, Mélanie s'enfuit, elle dit: mais je veux pas perdre mon visage. Et puis elle revient. Et là, Tippi Hedren, et c'est là où on est vraiment dans une tragédie grecque, c'est-à-dire qu'on est dans l'aveuglement complet. Encore une fois, c'est une femme dont moi, son intelligence dans ses mémoires m'a vraiment frappée. Elle est remarquablement intelligente. Elle dit: j'ai pris un abonnement chez un chirurgien esthétique. Voilà la solution rationnelle, entre guillemets, à laquelle, plutôt que de fuir les lions, de dire: bon, on va peut-être arrêter avec les lions parce que ma fille est en morceaux, elle a le visage complètement lui. Voilà. Et donc l'histoire va recommencer et ça va être une histoire qui va se poursuivre avec la fille, sachant que Mélanie Griffiths donc devient une star. Elle devient une star très jeune, elle est considérée comme wild, sauvage. Dès 13 ans, elle passe sa vie chez un chirurgien esthétique avec évidemment ce qui va avec, c'est-à-dire la morphine, les opérations. Bon, arrive la drogue, arrive ensuite toutes les opérations de chirurgie esthétique. Et cette question, mais qui sont liées à ça, qui découlent de cette femme qui, d'une certaine manière, vient à un moment presque... C'est comme s'il y avait une greffe, une hybridation. Et là, vraiment, on est dans des figures de l'Antiquité, pour moi, enfin de la mythologie antique. Une greffe entre un fauve et cette femme, et cette jeune fille, enfin cette adolescente. Hein, comme si il y avait une hybridation entre les deux. Et... c'est une femme réduite à sa peau. C'est une femme, Mélanie Griffiths. C'est-à-dire, dans tous les films où elle a joué, elle est toujours nue, entièrement. Elle joue soit une actrice de porno, elle se troue sa peau. Alors, soit elle est violée, soit elle est junkie, donc c'est des trous de seringue. Et puis, quand finalement, très tôt, elle a 35 ans, et ça, c'est ce qu'elle racontait dans le documentaire qui m'avait beaucoup frappée, donc à la recherche de Debra Winger. Tout son entourage professionnel, donc à 35 ans, c'est la plus grande star du monde entier, on peut dire. Elle joue dans, 3 films de Brian De Palma par an. Elle joue dans les plus gros films des années 80. Mélanie Griffiths, c'est une actrice géniale, Mélanie Griffiths, par ailleurs. Et là, à Hollywood, tout le monde lui dit: mais pourquoi t'as disparu? Pourquoi t'as arrêté de tourner? T'as complètement disparu. Elle dit: mais j'ai pas arrêté de tourner, j'ai fait 8 films dans l'année. Mais pourquoi t'as arrêté de tourner? Les gens n'entendent pas la réponse. Ils continuent. Mais pourquoi tu as arrêté de tourner? Enfin, les gens, c'est-à-dire les hommes qui sont à la tête des majors, des studios hollywoodiens. Mais pourquoi tu as arrêté de tourner? Voilà. Et la question l'obsède. Elle le raconte tragiquement avec sa voix de petite fille. Donc, à un moment, elle arrête de tourner. Elle arrête de tourner parce qu'elle y perd son visage. Alors, elle perd son visage dans la chirurgie esthétique. Mais c'est pas une histoire qu'on connaît maintenant par cœur et que moi, personnellement, je ne voulais pas raconter parce que j'en ai marre de cette histoire qui est l'histoire qu'on entend en permanence. Alors, qui est... Comment dire? En 1972, une grande philosophe américaine qui s'appelle Susan Sontag a écrit un très beau texte qui s'appelle « Le double critère du vieillissement », où elle a établi une bonne fois pour toutes, je pense que c'est même plus la peine d'y revenir, qu'il y a en effet 2 critères dans la société de vieillissement, celui pour les hommes et celui pour les femmes. Ce n'est pas le même qui s'applique. Elle a intégralement raison. Et il va de soi que Mélanie Griffiths, elle-même, son visage a été scruté, la presse et les spectateurs, avec ce côté prédateur, ont scruté avec énormément de cruauté le fait qu'elle était destituée de son soi-disant rôle de plus belle femme du monde, etc. etc. Elle a fait effectivement de la chirurgie du Botox. Elle en a parlé énormément de ça, car elle ne parle plus que de sa peau. Mais la question, elle est ailleurs. La question, c'est que c'est toutes ces histoires-là. Les écrans de cinéma sont des lieux d'agrandissement, en fait, d'agrandissement de la condition humaine. C'est-à-dire que quand je parle de... C'est pour ça que je disais au début, ces histoires, c'est l'histoire de toutes les femmes. Enfin, on ne peut pas isoler les femmes des hommes. Hein. Nous vivons dans le même monde, dans la même société. Donc raconter cette histoire-là, qui est aussi une certaine histoire du masculin qui devrait s'arrêter, hein, à mon avis, hein, une certaine histoire du masculin lui-même réduit au prédateur, et une certaine histoire où, dans ce monde-là, les humains n'ont de choix qu'entre être une proie, un prédateur, une proie, un prédateur. Et les femmes elles-mêmes se retrouvent à être elles-mêmes prédatrices, car ayant fui leur statut de proie,
elles finissent par, comme on le voit avec Tippi Hedren, devenir au fond des prédatrices pour leurs filles, qu'elles mettent entre les griffes des lions, comme elles-mêmes ont été entre les griffes des oiseaux. Donc l'histoire est extrêmement complexe. Donc Mélanie Griffiths, depuis qu'elle ne tourne plus, elle montre son visage sur Instagram. Donc, ma détective passe beaucoup de temps à regarder ça. Ma détective qui était un peu vieux jeu, puisqu'elle se prend pour Colombo. Donc elle a un vieil imperméable, une vieille bagnole. Et elle n'a pas de femme, mais elle a un enfant pour qui elle fait signer des autres. Non, je parle de la femme de Colombo, qui est toujours ce personnage génial, qui n'existe pas. Il y a eu un article génial sur mon livre hier là-dessus qui parle de la femme de Colombo en disant mais c'est de la ventriloquie, presque il l'a fait parler. Il s'en sert en fait, c'est un personnage de fiction. Et donc ma détective qui est un peu à la ramasse là-dessus, elle commence à entrer, regarder ce qui se passe sur Instagram. Et là, elle voit que cette Mélanie Griffiths, elle expose sa peau, les crèmes qu'elle met, évidemment les cancers de la peau, car elle n'a plus que des cancers de la peau. Je dis évidemment parce qu'il y a une logique absolue dans toute cette histoire. C'est-à-dire, c'est quoi la logique ? C'est la logique quand les femmes sont entièrement réduites à leur peau, et les femmes sont réduites à leur peau, eh ben on voit que finalement, ça n'est plus son histoire, elle n'a plus d'histoire en tant qu'individu, elle n'a plus que l'histoire de sa peau. Et puis, il y a une troisième génération, Dakota. Alors, Dakota, c'est un prénom intéressant aussi. Vous aurez sans doute reconnu un prénom indien, enfin natives, de la langue Sioux. Donc, c'est pas vraiment un prénom de blonde hitchcockienne, si je puis dire. Alors, le prénom, il a été volé. Vous allez me dire, les Américains ont un tout petit peu volé leur terre aux Indiens, donc ça rappelle quand même une histoire. Donc, Mélanie Griffiths avait, je cite, une amie qui travaillait pour elle. Traduction, une bonne. Cette bonne était enceinte. Et elle avait prévu, elle était probablement native American. Elle prévoit d'appeler son enfant Dakota. Et là, Mélanie dit « Oh, on lui a volé le prénom. » Elle vole le prénom. Donc ça commence comme ça. Donc déjà, cette Dakota, alors Dakota en langue sioux, ça veut dire « ami ». Donc son prénom est une usurpation, on peut dire, est un vol. Donc elle-même va déjà être, on peut dire, une sorte de remake en fait. À partir de là, elle ne va jouer que dans des remakes. Elle va être elle-même. Chaque génération est la doublure un peu dégradée de l'autre en fait, en quelque sorte. C'est une histoire qui se répète. C'est une histoire de mère, de fille, de petite fille, et qui interroge ce que c'est, enfin la condition d'une femme qui hérite d'une lignée de femmes avant elle, qui va avoir ou pas, mais enfin une lignée de femmes, et d'une manière ou d'une autre qui en aura une, même si c'est symboliquement. On peut avoir des enfants sans que ce soit des enfants portés biologiquement. C'est quand même la question de la filiation est quand même beaucoup plus complexe que de la réduire juste à la filiation biologique. Moi, personnellement, je considère que mes livres aussi sont mes enfants, en plus de mes deux fils. Mais voilà, donc c'est une histoire qui interroge. Et puis Dakota Johnson, elle a joué dans un film qui est nul, mais néanmoins tout à fait passionnant. Alors ma détective, la première fois qu'elle voit ce film, ça la fait rire. Et puis elle le revoit et là, elle se dit, mais il y a un truc bizarre dans ce film. Donc c'est 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey. Alors déjà, je dois dire, je trouve que c'est pas rien, un livre, c'était un livre au départ, et puis un livre écrit comme beaucoup de best-sellers s'écrivent maintenant, c'est-à-dire qui n'est pas passé par un éditeur. Comment ? Voilà, c'est ça. Et puis c'est devenu donc un film. Ce film a été vu par des centaines de millions de gens quand même. Centaines de millions de gens. Donc c'est pas rien, je veux dire. C'est pas rien que des centaines de millions de gens, parmi lesquels une majorité écrasante de femmes, ont vu et aimé un film dans lequel une jeune fille, c'est un remake explicite de Cendrillon, pauvre, une étudiante en lettres. Bon, c'est une étudiante en lettres qui bosse dans une maison d'édition, mais dès qu'il s'agit d'écrire un truc, elle n'a pas de stylo. Bon, va devenir l'objet d'un contrat exclusif d'un homme qui est donc évidemment millionnaire, etc., qui est un psychopathe, disons-le clairement. Le mec est un psychopathe, c'est-à-dire qu'il va la battre à mort. Donc c'est pas du SM, parce que du SM, ok. Enfin, la sexualité n'est pas un terrain. À partir du moment où il y a du consentement, la sexualité n'est pas un lieu dont on puisse juger la moindre pratique, selon moi, dès lors qu'il y a du consentement. Là, il n'y a pas de consentement du tout. C'est vraiment montré comme l'histoire d'une jeune fille qui se fait battre à mort par un dingue qui se trouve être multimillionnaire ou milliardaire, enfin, donc très riche, qui va lui faire signer un contrat dans lequel il lui dit qu'elle doit être
available, sexually available, les termes identiques du contrat d'Hitchcock, disponible sexuellement. Il lui dit comment elle doit s'habiller, elle doit l'appeler monsieur, il lui dit ce qu'elle doit manger, il lui dit ce qu'elle doit boire, elle doit pas trop boire, parce que bon, quand même, c'est une jeune fille, il faut pas trop qu'elle boive, etc., etc. Donc le contrat reprend à l'identique. Et dans le film, Dakota Johnson, son personnage, a cette phrase que Tippi Hedren raconte avoir prononcée quand Hitchcock lui dit, donc la scène la pire, celle où elle a failli mourir, la scène du grenier dans Les Oiseaux, elle monte au grenier, ça n'a aucun sens. Ils sont dans cette ville, moi j'ai lu le roman extraordinaire de ça n'a aucun sens, j'adore Les Oiseaux par ailleurs, le film, je veux dire, mais ça n'a aucun sens que dans une ville envahie par les oiseaux, où on sait qu'ils sont tous réfugiés dans le grenier de la maison où elle est avec quelqu'un qui s'appelle Mitch, sachant que Hitchcock lui demande de l'appeler Monsieur Hitchcock ou Hitch, ce qui va donner lieu à une scène cruciale dans le livre, dans l'enquête, qu'elle monte au grenier alors qu'elle sait que là, il y a des milliers d'oiseaux. Donc, Tippi Hedren dit à Hitchcock, « Mais pourquoi je devrais faire ça ?» Elle est intelligente, Tippi Hedren. Et Hitchcock répond, « Parce que je vous demande de le faire. » Donc, parce que je vous demande de le faire. Voilà. Dans 50 Shades of Grey, elle visionne, donc le personnage, la fille, visionne des vidéos SM. Ça la fait vomir, littéralement. On la voit, elle a le haut le cœur, elle déteste, elle n'a pas envie. C'est pas du tout son truc de se faire fouetter à mort. C'est vraiment à mort dans le film. Hein. Bon, c'est vraiment pas son truc. Ok. Elle y va comme un veau à l'abattoir. Donc au début, elle pose la question au mec. Elle lui dit, mais pourquoi je ferais ça ? Et il répond la même phrase. Hitchcock, à l'identique. Elle y va. Elle se fait fouetter, elle pleure, elle sanglote, la scène est atroce. Bon. Donc c'est passionnant, en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un stade, alors évidemment, c'est un niveau, et comment dire, c'est là où ma détective se dit, il y avait une clé sous les yeux de tout le monde, personne n'a vu la clé. C'est le moment d'exaltation des détectives quand ils comprennent quelque chose, comme Sherlock Holmes. Et pourquoi pourquoi personne n'a rien vu ? La réponse est simple, parce que tout le monde s'en fout. Hein, je vous le dis hein, globalement, spoiler, parce que tout le monde s'en fout. Donc, il faut de temps en temps... Pourquoi est-ce que les riches chez Columbo, dans les épisodes de Columbo que j'ai tous revus du coup, c'est vraiment extraordinaire Columbo, pourquoi ils font tous des exactions dans leur villa de rêve ? Parce que tout le monde s'en fout, ils ont le pouvoir en fait. Donc, arrive Columbo qui est pauvre, hein, qui n'a pas un rond, et il les aime pas les riches. Ma détective non plus, je pense. Il les aime pas trop, en fait. Il va se les faire, en fait. Et il leur dit la même chose que dans mon livre. Vous avez une très belle maison. Alors ça, quand il dit ça à chaque fois. Méfiez-vous, quand Columbo dit ça, parce qu'il s'en fout complètement, ça veut dire, j'ai compris ce qui se passe ici. J'ai compris. Et c'est un cyclope, hein, c'est un personnage. Enfin, moi, je suis obsédée par la tragédie grecque, vous aurez compris, mais c'est l'acteur qui jouait Columbo, Peter Falk, a eu un cancer de l'œil quand il avait 5 ans. Il a eu l'ablation de l'œil gauche, comme Tippi Hedren, presque, qui a failli avoir l'ablation de l'œil gauche, comme Mélanie Griffiths, qui a failli avoir une ablation de l'œil gauche sur le tournage de Roar, parce qu'elle a aussi failli perdre un œil. Et le cyclope, dans la mythologie, il est né dans la cavité du cœur humain qui est celle de la colère. Donc il y a une colère, sans aucun doute, derrière son enquête. Et puis quand l'enquête s'arrête, la colère s'arrête. Et puis après, il y a une autre colère, voilà, une colère contre cette injustice, finalement, qui est faite. Même si c'est toujours absurde de se révolter, en quelque sorte, de dire c'est injuste, tout ça. Mais en même temps, voilà... Alors, peut-être on peut raconter une histoire... Je t'en laisse pas en placer une, hein. Je suis ravie d'être à Toulouse chez Christian ici, donc je parle. Alors je vais quand même raconter une histoire un peu, parce qu'il y a un truc quand même qui se passe bien. Parce que la grande question, peut-être vous voulez vous poser, moi c'est mon obsession dans la vie, la grande question c'est la liberté dans tout ça. Hein, grande question qu'on se pose beaucoup en ce moment dans les rues, quand on manifeste, et la liberté dans tout ça. C'est une vraie question politique, hein, puisque quand on vous dit « Ah ben non, mais il n'y a pas de choix en fait ». Il n'y a pas de choix, on ne peut pas faire autrement. Désolé, hein. Alors on peut vous le dire en gueulant, genre désolé, bande de cons, ou bien désolé, avec un ton un peu compassionnel, on est vraiment désolé pour vous. Si on avait pu faire autrement que la réforme de retraite, on aurait fait autrement. Mais
On a tout essayé, on n'a pas pu. Bon, donc la question de la liberté, finalement, qui nous est beaucoup retirée là, qui est une question qui m'obsède. C'est dans cette histoire-là, alors vous vous doutez bien, je sais pas un spoiler, que dans la tragédie grecque, il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire qu'Ulysse, Oedipe, il doit coucher avec sa mère. C'est pas qu'il a envie de coucher avec sa mère, en fait. C'est que et c'est pas une relation sexuelle ni amoureuse, c'est autre chose, évidemment, dont il est question. Il est aveuglé. D'ailleurs, il va faire quoi? Il va se crever les yeux. Bon, on en revient à cette histoire-là. Donc, la question de la liberté. Il y a une histoire sur laquelle mon détective est tombé qui est extraordinaire. Alors là, vraiment, je dois dire, c'est une des plus belles histoires que ma détective est assez fière d'avoir trouvé. C'est comme les fauves qui boivent au bord des piscines, je me recouvre d'eau. Donc, parce qu'il a fallu qu'elle fouille beaucoup dans la presse américaine. Parce qu'elle n'a pas tellement intéressé grand monde, cette histoire. Donc, on est en 1975. Il y a des gens et des femmes, notamment, qui fuient leur pays pour des raisons de politique et de guerre. Hein, donc, le Vietnam, le Cambodge, hein, ce qu'on appelle à l'époque les boat people, qui s'enfuient sur des bateaux, comme aujourd'hui ce qu'on appelle, d'un mot que j'ai toujours trouvé dégueulasse, les migrants. Donc, ils arrivent en partie, certains arrivent et certaines en Californie, sur des côtes, en l'occurrence, il y a un grand camp de réfugiés qui est créé à Sacramento. Et Tippi Hedren, qui est vraiment, j'insiste, une femme intelligente, généreuse, enfin, vraiment à tout point de vue, je dois dire, assez sympathique, décide d'aller aider. Alors, c'est pas un truc à la Madonna, du genre, je vais aller kidnapper un ou deux orphelins, ou pas du tout orphelins, d'ailleurs, en Afrique, et puis comme ça... c'est pas ça. Elle va vraiment... Je dis ça, j'ai pas envie de dire du mal de Madonna, je l'aime beaucoup, mais elle va dans ces camps tous les jours, pendant plusieurs mois, pour apprendre à ces femmes ce qui, pour elles, est un outil d'émancipation, enfin, un double outil d'émancipation, qui est apprendre l'anglais, et puis apprendre à passer le permis de conduire. Essentiel quand on veut prendre la fuite. Et pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas. C'est la honte. Donc, je fais semblant d'avoir la vieille bagnole de Colombo, mais en vrai, bon. Bref. Donc, sauf que Tippi Hedren, c'est quand même Tippi Hedren. Donc, tous les lundis, elle va chez Dusty, sa manucure pédicure à Beverly Hills, et donc elle a des très beaux ongles, très longs, comme des griffes. Alors, ces ongles longs comme des griffes, un jour, une lionne chez elle, qui se jette sur elle, qui la déchiquette, elle doit à nouveau retourner chez le docteur Candivar, le fameux chirurgien esthétique, qui lui déchiquette tout le visage, son visage, elle pisse le sang et elle raconte dans les moindres détails ce qu'elle ressent, la puanteur de la gueule d'un lion qui en fait se nourrit de viande crue, bon, tout ça qui est comme une grotte, ce que la fille ne racontera jamais. La fille ne parle pas, ne parle plus, quelque chose se perd, voilà. En fait, elle pense à une seule chose, à son ongle, parce que dans la panique, le lion l'a déchiqueté, mais enfin, au passage, il a arraché un ongle de Dusty, et elle pense à cet ongle. Elle dit, mon ongle, elle le ramasse. Bon. Donc, elle a des très beaux ongles. En même temps, ces ongles, vous vous en doutez, c'est comme des serres d'oiseaux, mais ça fait partie de la panoplie qui, on peut dire, et même certaines féministes, et je dois dire que là-dessus, moi, je ne serais pas du tout d'accord, et c'est là-dessus que le livre a une position assez particulière. C'est un outil d'aliénation. Alors évidemment, on peut dire les talons aiguilles. Alors, si vous ajoutez tout ce qu'il y a dans la panoplie Tippi Hedren, que moi j'adore par ailleurs, mais qui sont les talons aiguilles en python. Elle a une partie de chasse sur le dos, hein. Le manteau en vison très lourd, le sac en python ou en crocodile à la saignée du coude, elle le porte tout le temps comme ça. Des robes extrêmement entravées. Tout ça, si vous voulez fuir, c'est pas très pratique en fait. Et si vous faites violer, c'est pas super pratique de se défendre. Et puis les ongles même, c'est pas très pratique de faire quoi que ce soit quotidiennement. Sauf que là, et c'est ce moment de retournement, et c'est un moment de liberté là, je trouve. Alors ce qui est très beau, c'est que c'est un moment de liberté, mais c'est un moment de liberté offert à d'autres femmes qu'elles-mêmes. Les femmes vietnamiennes, elles la regardent, elles disent les ongles, les ongles, les ongles. Elles ne pensent qu'aux ongles. Elles se contrefoutent des cours d'anglais et des cours de permis de conduire. Elles connaissent Tippi Hedren, c'est une star. Elles ont peut-être pas vu les films, mais elles connaissent au moins sa tête. Et elles sont tellement obsédées par ses ongles et cette manucure que Tippi Hedren dit, qu'à cela ne tienne, je vous envoie Dusty. Elle appelle Dusty, elle dit, tu veux bien venir de Beverly Hills pour leur faire les ongles. Sauf qu'elle est très intelligente, Tippi Hedren. Donc elle comprend aussitôt un truc. Elle lui dit, en fait, tu vas leur apprendre à faire les ongles. À partir de là,
Donc Dusty vient, fait les ongles des femmes, leur apprend la manucure pédicure. Tippi Hedren leur paye à toute une école d'esthétique, d'esthéticienne. Donc, et actuellement, 80% de l'industrie multimilliardaire aux États-Unis de la manucure pédicure, ce sont des Vietnamiens et des Vietnamiennes qui sont toutes, enfin pas toutes, mais je veux dire, dont toutes descendent. Il y a parmi eux tous les descendants de celles qui ont été au départ aidées, financées pendant des mois, par Tippi Hedren, au point qu'elle a des diplômes il y a sa tête dans tous les salons de manucure pédicure. On l'appelle the godmother, la marraine de cette industrie. Et donc concrètement, elle va transformer ce qui est censé être, comme je le disais, du côté du glamour, du maquillage, de ce qui est censé, aliéné, on pourrait dire, d'un certain point de vue. Enfin, moi, je pense pas, mais ça, on pourrait dire ça. Et en même temps, on s'en fout de ce que je pense d'une certaine manière, c'est vrai en partie aussi. Un masque, une panoplie. Elle va le transformer en un outil d'émancipation concrète, politique. Et elle le dit. Elle dit « j'ai aidé ces femmes à s'enfuir ». Et à ce moment-là, c'est en même temps déchirant de se dire qu'elle a pu faire pour ces femmes ce qu'elle n'a pas fait ni pour elle, ni pour sa fille, ni pour sa petite fille. Mais il y a quand même quelque chose, je trouve, là-dedans. Voilà, il y a ce moment-là du côté de la liberté. Alors, juste, dernière chose on peut dire sur la liberté, c'est que... À force, pour le coup, j'ai pas eu. En parlant une fois dans une librairie à Paris où il y avait eu le lancement du livre, quelqu'un me posait la question justement de cette question de la liberté. Est-ce qu'il y a une liberté possible ? Je pense que dans le livre, il y en a une à partir du moment où on fait des liens. C'est la même que celle qu'il y a dans Colombo, d'une certaine manière. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un d'extérieur a une maison, a une situation, a des personnages, comme Colombo dans les histoires, comme là, cette détective face à ces trois femmes-là, observe, fait des liens absolument entre tous les récits. Pour moi, le travail de l'écrivain, c'est ça, c'est de faire des liens. Quand je disais au début, est-ce que je peux pleurer pour toi ? C'est en faisant des liens. Et le lien, c'est ce qui définit l'être humain. Le lien, créer du lien, faire du lien. C'est une question politique aussi, le lien, évidemment. Donc je pense que s'il y a une forme de liberté ou de libération, elle est là. Pour le reste, je ne vais pas vous vendre que ça finit bien parce que ça finit pas bien. Même si ça finit, alors bon, mais je ne vais pas tout raconter, là, ça serait trop long. Elle continue à faire des remakes, Dakota Johnson. Enfin, elle va faire des remakes, plein de remakes. Et elle va, d'une certaine manière, se venger des générations d'avant, mais sur un mode que ma détective appelle une forme de matriarcat satanique. Elle va prendre la tête des mères, mais d'une manière qui est peut-être un peu effrayante quand même. Bien. Bon, je vais... Alors, Christian Torel, ce soir, est la femme de Colombo. Dans ce qu'on dit être le plus beau film d'Alfred Hitchcock, il y en aurait deux. Il y aurait Marnie et puis surtout Vertigo. James Stewart est aussi un détective. Oui. Et on va dire que d'une certaine façon, il est l'objet d'une... Enfin, il est possédé. Voilà, il est l'objet d'une possession. On aura compris ce soir que Hélène Frappa, elle est possédée réellement par son sujet parce que autant Hitchcock, pour le dire clairement. Parce que le type qui est à côté d'elle, il n'a pas pu en placer une, comme tu disais. Voilà, donc ça aurait été une femme, ça aurait été pareil. Comme tu as fait à peu près tout le tour du domaine. Désolée, je ne pouvais pas m'arrêter. Voilà, alors, il reste une grande liberté au lecteur, justement, c'est de faire des liens. Bon, moi, j'avais fait un certain nombre de liens, et je vais ce soir, on va en faire un peu l'économie. Il y a une question, quand même. Non, parce que ce que je voudrais, finalement... Non, je te dis ça juste parce que moi, ce qui est génial avec ce livre, j'ai eu la chance d'avoir une presse assez, je dois dire, triomphale, je peux le dire, je pense, assez dingue. Mais chaque article ou presse s'empare du livre en continuant à faire les liens. Et moi, je découvre des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est pour ça que Voilà. Et c'est génial, en fait, ça. Alors, bon, on laissera assez vite, là, parce que normalement, c'est le timing, on laissera la parole aux auditeurs, aux auditrices, mais t'entendras, il y a notamment à propos d'Hitchcock, je
pensais pas qu'on allait que j'allais regreffer encore sur ce sinistre individu finalement, parce que c'est ce prédateur, ce Barbe Bleue. Voilà, la première question On n'a pas parlé de Barbe Bleue, voilà, mais c'est Barbe tournait Bleue. autour des contes. Hein, Le grenier d'ailleurs. Voilà, hein, c'est aussi oui, Oui, ça, oui. c'est le grenier de Barbe Bleue où sont cachés les corps. Accroché à des crocs de boucher, dit Perrault. Les corps des femmes. Pourquoi, selon toi, l'autobiographie de Tippi Hedren elle n'a pas été traduite en français? Non. C'est très étrange. Alors il faut quand même se souvenir que Hitchcock est devenu un cinéaste culte à partir de la France. Beaucoup plus qu'à partir, comme un certain nombre d'autres cinéastes, et notamment américains, mais enfin particulièrement lui. C'est-à-dire qu'il est celui qui ouvre à ce qu'on appelait la politique des auteurs dans cette revue, magazine dans lequel tu as travaillé. Alors voilà, t'entendant, je me dis, mais finalement, c'est vraiment pas étonnant que cette autobiographie n'ait jamais été traduite. Est-ce que tu souscrirais Oui, d'ailleurs, moi, j'ai eu un très bel article dans les cahiers. J'avoue que et là, je vois que je suis invitée à la Cinémathèque. Je dis ça parce que c'est parce que je me demandais même s'ils allaient faire un truc. Et ils ont réussi à faire à la fois un très bel article et à ne jamais parler d'Hitchcock. C'est-à-dire à tout faire du point de vue de... Comme si c'était effectivement une... je vais dire même... Comme si tout était écrit par une narratrice qui était entièrement prise dans ses propres traumas. Et qui pourrait même être imaginaire, en quelque sorte. Alors, l'article est très élogieux, mais je me suis dit quand même, c'est dingue. Parce que c'est pas vraiment le sujet, en l'occurrence. Il y a eu, effectivement, et Truffaut dont j'adore les films, moi, par ailleurs, hein, mais a contribué, notamment dans le livre d'entretien Hitchcock-Truffaut, c'est vrai, où il ne l'interroge... Enfin... Hitchcock, il est en roue libre. Hein. Je veux dire, il n'a aucun problème à dire les choses, mais vraiment, alors lui, a appelé un chat un chat. Alors, la seule chose dont il ne parle pas, il y a une seule chose dont Hitchcock n'a jamais parlé. Jamais. Alors, il en a parlé à son biographe officiel, je le cite d'ailleurs, et Tippi Hedren le raconte, et je trouve ça crucial, pour moi, ce moment-là. C'est-à-dire que Tippi Hedren, entre autres qualités, elle est très bien élevée, hein, vraiment très très bien élevée, et surtout, elle a une très bonne éducation au sens large du terme, c'est-à-dire elle est bien élevée, même un peu trop presque, on sent que c'est une bonne manière, d'ailleurs du coup la contraigne un peu, mais elle a un vrai, elle est obsédée, elle dit, par l'idée que ses parents lui ont transmise enfant, de se reconnaître dans la glace. Et il y a un moment, elle se dit, je ne vais plus me reconnaître dans la glace, c'est-à-dire par une dignité, sa dignité, et le fait d'avoir des valeurs qui lui ont été transmises. C'est aussi pour ça qu'elle va à l'abattoir. Elle devrait arrêter, mais non, elle continue. Alors elle dit lundi, mardi, mercredi, elle compte les jours, et c'est de pire en pire. Bon. Et à un moment, quand il a essayé de la violer à plusieurs reprises, ou qu'il l'a violée, bon, dans le... Elle suggère plutôt franchement un viol. Et d'ailleurs, ça a été repris dans la presse américaine, mais personne n'en a parlé en France. Hein. À l'époque, ça avait quand même... Quand ces mémoires ont paru en 2016 aux États-Unis, il y a eu pas mal d'articles. Elle a été invitée à la télé dans des trucs pour parler des viols d'Hitchcock. Et pour le coup, la lignée Mélanie et Dakota, elles ont été interviewées ensemble. Enfin, elles ont posé ensemble. Bon, en France, il n'y a rien eu. Mais à un moment où elle apprend, et pourtant c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il lui a fait, mais là elle craque en fait. Elle apprend elle est invitée sur le plateau de Johnny Carson, donc qui est le plus grand, qui a le plus grand show de télé. Qui est celui d'ailleurs où j'ai trouvé en regardant des archives l'anecdote ou le moment où Mélanie Griffiths explique d'où vient le prénom Dakota. Donc elle est invitée, et puis elle est invitée à New York dans ce show parce qu'elle vient de recevoir le prix de la meilleure actrice de l'année. Sachant que Tippi Hedren, c'est une nana qui a fait cette pub. Hein, elle joue dans Les Oiseaux. C'est une actrice de génie. Elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle a un génie d'actrice, on peut le dire. Je veux dire, toutes les actrices Hitchcockiennes ne sont pas à ce niveau-là, en fait. Dès le début, premier film, premier long métrage, etc. Donc elle reçoit le prix de la meilleure actrice. Et Hitchcock décline en son nom, sans lui dire. Et elle la prend. Et là, elle craque. Elle craque. C'est la seule fois. Elle va sur le tournage. Il y a le tournage. Elle arrive sur le plateau. Elle déboule sur le plateau. Et devant tout le monde, toute l'équipe technique, les acteurs, etc., elle hurle contre Hitchcock et elle le traite de, je cite, « fat pig », gros porc. Et là, Hitchcock dit, elle a fait ce qui est interdit. Elle a commenté mon physique.
C'est là où j'ai envie de dire, mon pote, alors là, comment te dire, on va peut-être s'y mettre, en fait, à commenter le physique des hommes. Parce que ça commence un peu à bien faire, cette histoire, en fait. Alors, ma détective dit ça. Alors, sa mère, qui par ailleurs est morte et qui a une certaine tendance à l'engueuler après sa mort, lui dit, mais enfin, comment tu te permets de dire que Hitchcock a un gros ventre? Il dit, non, mais quand même, c'est un peu injuste, là. Il y a quand même carrément 2 poids, 2 mesures. Donc, c'est le seul moment, alors que finalement, je veux dire, il pourrait s'inquiéter moralement pour ce qu'il a fait, il pourrait s'inquiéter d'avoir détruit la vie d'une femme et de sa fille. Ah, pas du tout. Juste, elle l'a traité de fat pig, et là, il devient dingue. Il devient dingue. Et là, pour le coup, je ne vous raconte pas ce qui se passe après, mais... Donc, c'était quoi ta question? La question, c'est pourquoi ça n'a pas... Pour quelle raison, pour toi? Oui. Donc, est-ce qu'il y en aurait une? Effectivement, donc il parle de tout. Donc tout ça pour dire qu'il ne parle pas de ça, Hitchcock, à Truffaut. En revanche, il parle de tout. Il raconte clairement comment il a torturé Marnie. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. Moi, j'ai repris le Hitchcock Truffaut, je l'ai relu, etc. Il raconte aussi une histoire incroyable que personne ne connaît, qui est très longuement racontée dans le livre d'un film fantôme, d'un film qu'il n'a pas fait. Alors là, pour le coup, ma détective est convaincue, et moi, je n'ai aucun doute, que si elle faisait ce film-là, elle mourrait. Ce film-là était fait pour la tuer. C'était un film adapté d'une pièce de James Matthew Barrie, un écrivain... Alors, pour répondre à ta question, je vais te dire, je vais répondre. James Matthew Barrie, c'est l'auteur de Peter Pan. Donc James Matthew Barrie, c'est un serial prédateur pédophile qui a violé des dizaines de petits garçons. C'est connu, hein, tout le monde le sait, je veux dire. Et c'est l'Angleterre victorienne. Hein. Non, tous les... il n'est pas le seul, c'est ce que je veux dire. Oui, non, parce qu'il va quand même très loin. C'est-à-dire qu'à un moment, il se rapproche d'une femme qui va être veuve. Donc, elle va se retrouver dans la merde financièrement. Elle a 5 fils. Il viole les 5 fils. Tous se suicident. Alors, désolée pour les histoires glauques, mais ça, c'est une vraie histoire. C'est pas dans mon livre, c'est pas le sujet, mais bon... À la fin de sa vie, il écrit Peter Pan, il est respecté, il a toutes les récompenses, blablabla. Tout ça est répertorié, c'est-à-dire qu'il y a les lettres, tout est écrit noir sur blanc, tout. À la fin de sa vie, il lègue sa fortune à des hôpitaux pour enfants. Donc, si vous voulez, pourquoi l'histoire d'Hitchcock n'est pas sortie? Parce que l'histoire de James Matthew Barrie non plus. Il y a des choses qui ne sortent pas, qui ne sont pas... voilà. Donc, après, la question, comme dirait Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles, la seule question qui se pose, c'est qui a le pouvoir, en fait. Hein, quand Alice dit à Humpty Dumpty, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites que ça veut dire ça, je ne sais pas du tout le sens de ce mot. Il dit, mais moi, je m'en fiche complètement du sens des mots. Je donne au mot le sens que je veux. Elle dit, mais on ne peut pas faire ça. Il dit, mais non, mais la seule question, c'est qui a le pouvoir, en fait. Elle dit, ah oui, d'accord. Et donc, elle essaye de s'adapter. Et la petite Alice, qui, elle-même, clairement, vit des choses pas très drôles dans son pays des merveilles. Donc, voilà. Après, oui, c'est vrai qu'en France, je pense qu'il y avait un sujet tabou. Et au point que moi, j'ai été invitée à France Culture, dans l'émission de cinéma qui dure 1 heure, où c'est fait par des cinéphiles. Alors, ils ont aimé quand même mon texte. Mais ils ont l'air de tomber des nues, tous, les cinéphiles. Après, Tippi Hedren n'est pas proprement parlé une star, d'une certaine façon. C'est un personnage beaucoup plus fantomatique qu'une star. Pour le coup, j'ai même rejeté un œil un peu long sur le livre d'Edgar Morin, qui a beaucoup vieilli d'ailleurs, hein, sur ce thème de la star. C'est pas un bon livre, oui, moi, je trouve. Non, mais c'est un livre des années 50, hein, sur ce qu'est une star. Bon. Oui, La chose a beaucoup... En tout cas, là, ce que Tippi Hedren incarne au nom de cette fonction de star, elle n'est pas tout à fait cela. Et d'ailleurs, la liberté qu'elle s'arroge en disparaissant, et surtout en cofabriquant ce film qui est un objet filmique non identifié d'une certaine façon, qui est un film qui, pour le coup, a été le film avec les fous, qui a été une catastrophe financière, montre bien oui. qu'elle n'est pas réellement la star. Comment de toute façon les stars avaient... Oui, mais est-ce que tu dirais dans ces cas-là que Grace Kelly est une star? Parce qu'elle aussi, elle a disparu. Elle aussi, elle a fui Hitchcock. Grace Kelly, on n'en parle pas de Grace Kelly, c'était pas mon sujet. Mais elle est devenue une princesse, donc elle a acquis un autre statut. Elle est devenue une princesse.
prince de Monaco, il est allé, qui soi-disant voulait se marier, il voulait pas du tout se marier, en tout cas avec une femme, mais en tout cas ses conseillers sont allés à Hollywood. Ils ont cherché, il fallait le caser, c'était un prince, il lui fallait une princesse. Et ils ont fait toutes les stars hollywoodiennes, ils les ont toutes faites. Ils sont arrivés à Marilyn, qui était d'une intelligence tout à fait hors du commun. Marilyn a dit, ça va pas, vous voulez que j'épouse ce type-là? C'est hors de question. Ils les ont toutes faites jusqu'à ce qu'ils arrivent à Grace Kelly, dont l'histoire est quand même très complexe et qui s'est enfui aussi. Tu vois, est-ce que ça fait pas partie du devenir de la star de fuir? Garbo s'est enfui. Moi, je pense que Tippi Hedren, justement, répond... Dietrich s'est enfui, Garbo s'est enfui. Oui. Donc, tu vois que tout ça, c'est des stars. En tout cas, Hedren n'a peut-être pas laissé suffisamment pour que... Mais j'ai été très interrogé en lisant ton livre sur... Je me suis dit, tiens, c'est curieux. C'est curieux que la plupart des mémoires d'actrices américaines sont traduites. Voilà, celles-là ne le sont pas. On va peut-être... Oui. Ça m'amène à Roar, parce que j'ai vu ce film il y a une dizaine, 7-8 ans, ou 10 ans, et je l'ai revu avant-hier, pour me le remettre en mémoire. C'est quand même un film extrêmement singulier, avec un scénario, bon, ni fait ni à faire, il n'y a pas de scénario, mais il y a une chose totalement inimaginable qui est dans ce film. C'est cette proximité qui en fait quelque chose à la fois de très cruel, très déstabilisant, angoissant, effrayant. Et pourtant, elle n'arrête pas de rire dans ce film. Le personnage qu'elle... Alors la petite Mélanie rit moins. Mélanie rit moins, mais elle rit. Oui. Elle est tout le temps... Tu l'as vu récemment? Bien sûr. Parce que je l'ai vraiment en tête et j'étais même très étonné parce que je pensais qu'elle était... C'est la première scène, effectivement, où elle est dans la chambre. Oui, après, elle rit tout le temps et elle est tout le temps dans ses... Elle est en fait ce qu'elle est probablement dans sa maison, avec ses fauves. Oui, complètement. Alors moi, c'est vrai que oui, c'est un film complètement dingue, parce que donc imaginez des centaines d'animaux sauvages, donc des vrais, encore une fois, non domestiqués. Il y a aussi des éléphants, parce qu'elle a été écrasée quand elle a eu un début de gangrène, elle a été écrasée sous la trompe d'un éléphant. C'est vraiment c'est fou furieux comme film. Alors, comme tu le dis très bien, effectivement, faire un scénario, c'est un peu compliqué, parce que du coup, c'est un peu compliqué de faire dire un texte à des fauves et de leur faire respecter. Ils sont en roue libre, les fauves. Alors, c'est un peu comme des chats, mais puissance... c'est-à-dire, des fois, ils s'endorment. Après, ils ont leur moment de folie, sauf que, bon, évidemment, c'est des lions. Donc, ils sont comme des gosses. Alors, ils détruisent tout. En fait, ils détruisent tout. Donc, ils détruisent la maison. Et alors, moi, qui l'ai revu récemment... Comme dans un film de Mark Bowser. C'est ça. Sauf qu'au passage, ils peuvent tuer. Donc, il y a eu... Parce qu'ils précisent aucun... Dans le générique, ils précisent aucun animal n'a été blessé. Mais 70 animaux humains ont été blessés, notamment le... Scalpé, entièrement. Yann de Bonte, scalpé entièrement. Mais qu'est-ce que je disais ? Oui, elle est littéralement. Tu as raison, elle rit. Mais alors moi, ce qui m'a frappé en le revoyant, et ce qui m'a frappé, c'est que c'est même pas dans le livre. Je me suis dit ça m'a échappé, parce qu'en fait, c'est infini. Et effectivement, je vois bien que chaque article, chaque personne qui lit le livre m'en parle, fait des liens que je n'avais pas vus, me dit Griffith, c'est comme des griffes, que des choses. Et en fait, il y a un plan, et je suis sûre que ça a été fait dans l'aveuglement, qui n'ont pas vu ce qu'il faisait, où donc la fameuse scène du grenier des oiseaux dont je parlais, elle monte au grenier, et puis elle a une torche, et puis à un moment, la torche glisse, va éclairer les oiseaux qui, évidemment, paniquent, se jettent tous sur elle, et à ce moment-là, on découvre que le toit du grenier a été entièrement déchiqueté, donc il reste des poutres comme ça, et que sur ce toit, il y a plein d'oiseaux qui vont fondre sur elle. Dans Roar, il y a exactement le même plan. Et ça, je ne l'avais même... Tu vois, c'est même pas dans le livre, c'est-à-dire qu'une fois que les lions ont détruit toute la maison, il y a un plan où on voit à l'identique des poutres comme ça du toit, de la toiture qui reste, avec à la place des oiseaux, mais vraiment le même angle de caméra, des lions, des fauves, etc. Et effectivement, elle a l'air incroyablement à l'aise là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, elle est mariée à ces animaux, littéralement. D'ailleurs, elle le dit. Son mari est dans la même dinguerie, puisque... Alors lui, c'est autre chose. Elle est amoureuse des lions. Lui devient un lion. Elle le dit. Et d'ailleurs, à la fin du tournage, elle dit il est devenu un lion. Mais alors, avec la violence que ça implique, le type était très violent. Il se laisse pousser une gigantesque barbe. Il a une tignasse. Il a une crinière, en fait. Sachant qu'à la même époque, elle se fait filmer, photographier avec des cheveux complètement crêpés comme une crinière, enlacée avec le lion, une coupe de champagne à la main. C'est un délire, en fait. Voilà. Et en même temps, on n'est pas plus dans un... Enfin, si, on est dans la même représentation qu'une représentation mythologique où constamment l'humain se mêle à alors,
pas trop, enfin plutôt contre son gré, comme je le disais, mais à l'animal énorme, ça produit du coup des mixtes d'animaux. Il n'y a aucune différence. Là, je disais tout à l'heure que je suis obsédée par les livres de l'helléniste Florence Dupont, et dans le train, là, je lisais son livre qui s'appelle Homère et Dallas. Mais en fait, c'est du même ordre. Effectivement, c'est une hélice absolument géniale, mais elle montre que la structure de l'Odyssée, celle de Dallas, c'est la même. Il y a une permanence, en fait. Alors, ce n'est pas des questions culturelles du genre, est-ce qu'il y a du bon goût, du mauvais goût, c'est des questions qui ne m'intéressent absolument pas, qui sont vraiment des catégories du bon goût bourgeois dont j'ai rien à foutre. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi la tragédie ? C'est quand tout est au présent. Pour eux, tout est au présent. C'est-à-dire qu'ils sont au présent exactement comme dans les dieux de l'Olympe. Et là, ça tourne mal. Donc, il y a exactement comme on pourrait dire que dans Dallas, Florence Dupont a parfaitement raison, ils sont au présent dans un récit homérique avec tout ce que ça implique aussi de malédiction, de liens de filiation qui vont mal tourner, etc. etc. Elle échappe à la claustration quand même du conte Tippi Hedren, parce que finalement, en allant, tout se passe dans la nature, hein, c'est-à-dire tout se passe dans une... T'as raison, c'est beau ça. J'avais pas pensé. Tu veux dire, en choisissant... Sa disparition, c'est ça. Elle choisit une autre forme de légende ou de conte, c'est-à-dire la proximité d'êtres qui ne parlent pas, d'êtres non parlants, mais c'est dans la nature. C'est génial, il faut que je le note. Mon éditrice a dit que... Non, elle m'a dit vraiment qu'il fallait... qu'elle pensait que quand ils feront le poche, qu'il faut que je fasse un texte à la fin où je note et je fasse un texte à partir de... Parce que c'est vraiment un récit qui continue à... Et je trouve c'est génial, en fait. Et tu sais, c'est d'autant plus génial que, toujours pour mes obsessions actuelles, tu vois, le côté... Hier, j'étais interviewée, le journaliste me dit, c'était un journaliste de Paris Match, il me dit, mais en fait... Et c'est fou parce que c'est évident, mais j'y avais pas pensé comme ça. Et en fait, ce que tu dis prolonge, approfondit ça. Elle était un animal domestique. Attends, comment il m'a dit ça ? Il aurait fallu que je le note sur le moment. Tu vois, j'arrive pas à me souvenir des interprétations. Elle était un animal Tippi Hedren était l'animal domestique au fond de Hitchcock. Et d'ailleurs, tout ça, c'est un registre d'animal. L'oiseau, le pig. Il disait les acteurs sont du bétail. Hein, donc on est dans le registre de la ferme aussi. Et donc effectivement, elle s'est enfuie mais tu as raison, elle s'est enfuie parce que domus en latin domestique, c'est la maison. Hein. Donc l'animal domestique, c'est la femme. Historiquement, c'est la femme qui est prisonnière dans la maison, qui est dans la cuisine, qui ne peut pas en sortir. Ulysse, il se casse pendant 10 ans, 20 ans ou 10 ans, hein, qu'est-ce que je raconte ? 10 Et pendant ce temps, Pénélope, elle reste là. Et comme disait Florence Dupont, qui est décidément géniale, elle a un fils. On ne s'intéresse jamais au fils, parce qu'il y a un homme, il y a un autre homme, en fait, dans la maison, Télémaque. Télémaque, à un moment, il y a un Aède. Donc les poètes qui viennent un peu, parce que la pauvre, elle n'a pas de mari, elle est presque veuve, fantôme, Pénélope. Alors un Aède vient pour lui chanter un chant, la distraire. Et c'est sinistre, en fait, ce truc très ennuyeux. Elle dit, vous pourriez pas chanter peut-être autre chose, etc. Et la Télémaque, en âge de parler, regarde sa mère et lui dit, tais-toi, les femmes ne parlent pas, remonte dans ta chambre. Et là, elle remonte dans sa chambre, Pénélope. Elle aurait pas dû, à mon avis. Mais, vous voyez, c'est hyper intéressant. Donc, ce que tu dis là, c'est hyper intéressant. Il faut que je le note tout de suite, sinon je vais oublier. Parce que tu as raison. Au fond, elle cherche toute la liberté. Voilà. Donc elle la cherche, tu as raison, hors du domus, de la maison, de l'enfermement, qui peut être une limousine où il essaye de l'embrasser, de la violer, où il l'humilie, où il lui dit des choses horribles, une loge où il va faire un espace secret qui fait qu'il peut y entrer en permanence dans sa loge. Il y a une communication qui est créée avec comme ça un truc en pente et personne ne sait qu'il y est entré, elle-même ne sait jamais. Il met du vin, il met du champagne en permanence pour pouvoir venir la saouler, parce qu'il veut essayer de la saouler aussi. Ça, il y a aussi d'autres histoires avec ça et tout. Donc c'est des espaces clos, c'est évidemment le studio, l'espace clos du regard. En fait, elle est prisonnière des regards, donc elle est comme prise dans ce regard. Le grenier, évidemment. Alors, combien de femmes au grenier, soi-disant folles, parce qu'en fait, au bout d'un moment, elles foutent le feu au grenier. Il y a un moment, quand on est enfermé dans un grenier, c'est Jeanne R, là, que je raconte. Hein, et on dit, elle est folle. Ben non, elle a juste foutu le feu au grenier. Enfin, c'est plutôt sensé de faire ça, à mon avis.
Et pourquoi elle est enfermée au grenier ? Juste parce qu'il veut en épouser une autre. Il est bigame, en fait. Hein. Donc, toutes ces histoires-là, en fait, c'est pas qu'il faille les jeter à la poubelle, pas du tout, évidemment. Moi, j'adore les films d'Hitchcock, j'adore Jane Eyre, mais il faut les lire. Ah, Jane Eyre, elle sait absolument tout ce qu'elle écrit. Hein. Pour le coup, l'autrice du livre sait parfaitement de quoi il est question. Mais, effectivement, elle ne trouve finalement cette liberté hors de la domesticité à tous les sens du terme. C'est aussi une bonne, comme tu le disais, hein, puisqu'elle est prisonnière du contrat et tout. Que dans un lieu sauvage qui serait opposé au domestique. Le problème, c'est qu'elle prend le sauvage un peu trop littéralement. De toute façon, il n'y a plus de maison. Alors, oui, t'as raison. il n'y a même plus de maison. Oui, puisque... Dans ce film, il n'y a pas de maison. Oui, et puis si on pense... Moi, j'ai été fascinée... Ce sont les fauves qui habitent la maison. Absolument. Et si vous voulez, c'est vrai que c'est fascinant. Évidemment que c'est beaucoup plus fascinant quand ça se passe chez les riches, parce qu'ils ont les moyens de leur folie. Alors, ils y vont à fond. Donc, si vous voulez, dans la maison de Beverly Hills, elle nous raconte en détail. Le canapé a coûté $3 000, dit-elle. $3 000 de l'époque, c'est énorme. Je pense que ça doit être plutôt 30 000 actuels. C'est sublime. En plus, elle a beaucoup de goût, on voit. Et alors, les fauves, le canapé de $3 000, je peux vous dire, ils se le font en 5 minutes. Tout est détruit. Et elle raconte ça avec, effectivement, une forme de jubilation, en fait. Voilà. Donc, il y a quelque chose aussi, et tu as raison, je n'y avais pas pensé. Je pense pourquoi elle jubile ? Pas parce qu'elle est dingue. Alors, évidemment qu'il y a une dinguerie dans cette histoire. Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Hein. Mais aussi parce qu'au fond, c'est son moyen à elle. C'est génial, ton idée. Elle charge les fauves de détruire un espace d'enfermement. C'est ça, non ? Allez, idée. On va... Très bien, on va Il n'en peut plus, Christian. Hein. On va écouter... Il n'en peut plus. On va écouter la salle. Est-ce que vous avez des réactions ? La femme d'Hitchcock, c'est Madame Dutroux. Ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. Elle apparaît pas dans mon livre, mais je peux vous dire que pour avoir étudié la question, elle a vraiment une Alma. Alors, Alma Reville, c'était une femme extrêmement talentueuse, très, très grande monteuse. Tu n'as pas le temps de poser ta question, tu vois, tout de suite. Qui a probablement beaucoup co-réalisé les films d'Hitchcock. D'ailleurs, il lui a rendu hommage, notamment quand il a eu un Oscar d'honneur, parce qu'il n'a pas eu d'Oscar. Bon, à la fin de sa vie, elle était donc monteuse. Il l'a connue comme ça. C'est une monteuse vraiment de génie. Bon. Plus grande monteuse du cinéma anglais de l'époque. Tipi raconte, bon ça je le sais, elle est allée essayer naïvement de se réfugier entre les bras de cette femme. Autant vous dire que c'était Madame Dutroux, donc elle organisait le piège, elle ramenait les proies, donc elle savait tout, absolument. Et voilà. Tu as écrit un essai sur Rossellini. Oui. Dans la couverture de cet essai, sa femme. C'est Ingrid Bergman. Une de ses femmes. Et alors, justement, on peut faire des rapprochements ou pas ? De toute façon, elle a disparu de l'univers oppressant et de la prédation d'Hitchcock. Et voilà, je sais pas. Si, c'est une bonne intuition, d'autant que là, je suis en train d'écrire un essai qui va prolonger, au fond, ce livre-là, mais sous une forme plus d'essai et qui va plus... franchement, sur des questions, entre autres, à partir d'un film de Cukor qui est cité, des questions, disons, de conjugalité, mais en gros, en quoi le mariage peut être une forme de modèle politique, quoi, dans ces films. Enfin, bref, ça c'est... Mais donc, oui, elle s'est enfuie. Bon, elle s'est enfuie d'abord de la Suède, et puis, enfin, de la Suède, et puis elle avait une mère allemande, donc... Hitchcock, et ensuite, voilà, elle supportait pas l'emprisonnement dans les tournées. Elle était géniale dans les films d'Hitchcock. Il lui a fait jouer d'ailleurs des rôles où elle était vraiment en prison. Elle s'enfuit avec Rossellini. Et puis le dernier film qu'elle tourne avec lui, qui s'appelle La Peur, La Paura, avec Rossellini, c'est un film sublime sur leur couple, mais où vraiment, lui se montre alors c'est l'histoire ça se passe en Allemagne, c'est vraiment un nazi qui torture sa femme. Donc après, bon, moi j'ai énormément, je dois dire, de tendresse et d'affection pour Rossellini. Je sais pas, Rossellini, c'est autre chose. Hein. Sur Hitchcock. Sur Hitchcock, Bergman. Oui, alors après, Bergman, c'était une Européenne qui était... Oui, et puis Bergman, elle était... c'est une femme hyper libre. Hein. Elle avait, elle se tapait tous les mecs dont elle avait envie, mais alors en 2 secondes. Elle a rencontré, parce qu'il y a une légende sur sa rencontre avec Rossellini. Concrètement, ils se sont rencontrés à une fête, ils ont baisé dans la cuisine en 2 secondes. Ça c'est la vraie histoire, je veux dire. Elle était comme ça
tout le temps, elle picolait, elle sortait. C'était une femme qui était libre, en fait, Bergman. Donc, elle a mené sa carrière. Donc, je ne pense pas qu'elle pouvait... On n'avait aucun ascendant. Non. Elle était... Et puis, elle a beaucoup critiqué, d'ailleurs. Elle a été géniale. Et il la trouvait géniale. D'ailleurs, il lui donne des rôles c'est très érotique, les enchaîner avec Cary Grant. Et il lui fait jouer ça. C'est elle qui l'allume complètement, elle l'embrasse. C'est incroyable ce qu'il lui fait jouer. Il prend un truc de Bergman. Mais elle a déjà un œil presque de metteur en scène. Elle écrit à Rossellini, elle le drague d'ailleurs. Elle lui dit « Je ne sais dire en italien que ti amo ». Elle lui envoie la lettre. Bon. Et donc, elle va critiquer la mise en scène d'Hitchcock de son point de vue d'actrice. Elle trouve que c'est des grands films, mais qu'elle est trop prisonnière d'un cadre où c'est le génie d'Hitchcock en même temps. Tout est storyboardé, tout est fait à l'avance. Ça va être le contraire. Alors après, elle va vivre une liberté absolue et l'angoisse que ça cause avec Bergman en tant qu'actrice et en tant qu'être humain. Mais en même temps, elle aura la liberté parce que Rossellini, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un d'une liberté totale, pareil, un homme... Et puis qui assumait tout, qui sortait avec des hommes, des femmes, qui prenaient de la drogue. Il s'en foutait complètement des critères de la morale catholique, même s'il était catholique par ailleurs et communiste. Mais voilà, c'était quelqu'un qui assumait absolument et qui était un père d'ailleurs assez extraordinaire avec ses enfants. Isabella Rossellini en parle très bien. C'était une mère italienne. Bon, c'est quelqu'un, moi j'adore Rossellini. Mais lui, c'était plutôt la liberté totale avec l'angoisse totale. Si vous voyez Stromboli, c'est ça. C'est-à-dire, il lui disait, tu marches. Il disait, elle est grande, elle a des grands... On va la faire marcher, elle a des grands pieds. Et elle marchait, il ne lui donnait aucune indication, ce qui est aussi une manière de piéger quelqu'un, en quelque sorte. C'est ce que Bulogier peut raconter, elle m'avait raconté ça à propos de Rivette. Quand le metteur en scène vous donne une liberté totale, ça peut être une angoisse énorme pour un acteur. Mais il y a eu un respect de la liberté, c'est autre chose. Oui, après, dans Europe 51, elle s'échappe, et puis elle est reprise, et là, elle est emprisonnée. Le personnage. Ah oui, complètement. C'est terrible, inspiré de Simone Veil, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Bon. Simone Veil, la philosophe. Oui, excusez-nous, on parle. Vu que les femmes avaient une telle place donc secondaire, d'objets, etc., comment cette femme a pu réaliser des films? En fait, si vous voulez, d'abord, il y a tout un... Comment dire, c'est ce qu'on emploie maintenant depuis quelques années les féministes emploient le terme d'invisibilisation, qui est un terme assez juste, parce que en réalité, Hollywood a été créé par autant de femmes, voire plus, que par des hommes. Je parle de Hollywood, qui à l'époque se trouvait à New York, d'ailleurs, au tout début, les studios étaient à l'Est, avant le déménagement à Los Angeles. Donc, il y avait des femmes. Il y avait, par exemple, une femme de génie que moi j'adore, qui est Anita Luce, qui a écrit Les hommes préfèrent les blondes, mais qui a surtout écrit la moitié des scénarios de Griffith, qui était une sorte de Colette américaine, qui a Bon. Donc, des femmes, il y en avait plein. Alors, il y a eu un énorme coup d'arrêt à cause du Code ACE, c'est-à-dire le moment où la religion s'est mêlée, en fait, de tout. La religion alliée au capitalisme, donc les ligues de vertu catholiques alliées aux studios américains ont décidé de créer un code de la vertu qui était un code, évidemment comme tout code de vertu, de ségrégation, misogyne, homophobe, enfin toutes les ségrégations religieuses catholiques habituelles. Donc ça a été un coup d'arrêt. Après, à cette époque-là, il y avait par exemple une actrice de génie absolu qui était Barbara Stanwyck, qui a fait une énorme carrière pré-code, donc avant le code ACE. Enfin, elle a continué, elle a su se réinventer. Pour le coup, elle, c'est peut-être, je pense que c'est pas la plus grande. C'est inouï à quel point elle a su se réinventer, voilà, à chaque époque. Elle savait une chose, comme Ida Lupino, et elles avaient compris, et Marilyn, que le seul moyen d'avoir du pouvoir, c'était de produire les films. Et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les actrices, maintenant, si elles veulent réussir à avoir un minimum de pouvoir sur leur carrière, et de l'argent aussi pour produire, voilà. Donc Ida Lupino, effectivement, c'est une immense réalisatrice qui a fait 7 films, qui était donc comme son nom l'indique, une immigrée italienne, une femme absolument géniale, d'une intelligence folle, qui a occupé tous les postes un peu dans le cinéma, qui a été assistante sur les films des autres, qui était une grande actrice, qui a fait un film incroyable sur l'avortement, elle a fait un film incroyable qui s'appelle The Bigamist. Bon, très extraordinaire, voilà, bon. Donc, elle avait
compris ça. Après, Ida Lupino, si on veut entrer, elle avait probablement que sa liberté, entre guillemets, c'est qu'elle ne répondait pas aux critères stéréotypés, et d'ailleurs assez franchement racistes, en réalité, de l'arianité hollywoodienne, hein, parce que c'est un peu ça quand même, hein, les stars platine, blonde platine. Donc elle, c'était la petite italienne, elle était considérée comme moche par les studios. Donc elle pouvait, ce qui lui donnait une liberté. Elle n'a pas été, je pense, contrainte dans ce système-là. Mais Marilyn, quand elle a compris, pareil, hein, elle a fui Los Angeles, elle est partie à New York. Et là, elle est partie à New York pour prendre des cours à l'Actors Studio, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle a fondé sa maison de production. Et elle a été écrabouillée. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a des archives, la conférence de presse où elle annonce qu'elle fonde un studio de production et qu'à un moment, la bretelle de sa robe a vaguement glissé, qu'à partir de là, les journaux n'ont parlé que de ça. Se sont demandé est-ce qu'elle l'a fait exprès, pas exprès. Alors que le vrai sujet, c'était elle essaye de prendre le pouvoir sur sa propre carrière et elle n'a pas pu. C'est-à-dire que les studios l'ont empêché, les grands studios, qui la sous-payaient. Toutes ces stars étaient sous-payées. Hein. C'est-à-dire que, bon, après, on a une vision complètement mythologique d'Hollywood, mais il faut savoir que Hollywood, c'était... moi, j'ai traduit un texte, un des plus beaux textes jamais écrits sur le cinéma, qui est le texte de Samson Raphaelson, Amitié, sur Lubitsch. Tu dois l'avoir ici, non donc Samson Raphaelson qui a écrit la moitié des films de Lubitsch. Et il raconte bien, il bossait, Lubitsch, c'était un génie absolu, il bossait comme des ouvriers. Hein. Ils avaient des horaires, ils bossaient à la chaîne. Hein. Ils avaient des minuscules petits bungalows, tous les uns à côté des autres. Hein. Ils arrivaient, ils bossaient 12 à 16 heures par jour, tous les jours, 100 jours d'arrêt. Donc c'était pas non plus, c'était ça, hein, c'est ça, c'est encore maintenant comme ça, hein, à vrai dire, c'est ça Hollywood, la vérité, je veux dire, du truc. Mais donc effectivement, les majors leur ont coupé les ailes, hein, de ce point de vue-là. Bon, et Ida Lupino n'a fait que 7 films. Après, c'est une grande, hein. Elle a aussi été actrice. Est-ce qu'il y a une Lupino, autre... ça veut dire petit loup en italien. Le petit loup. Alors, c'est peut-être parce que c'était un petit loup. Ceci dit, c'est sympa, les loups. C'est des animaux très... on a encore une fausse vision des loups. D'ailleurs, ce film sur l'avortement a quelque chose de rossellinien. Hein. Tu as raison. Absolument, j'y avais jamais pensé. Ouais. Mais il y a une forme d'âpreté. Oui. Oui, c'est vrai. Comment dire, l'humanité dépouillée. Oui, mais l'humanité dépouillée, mais c'est un film très humaniste. Hein. Oui, dans ce sens-là, humanité dépouillée au sens de l'humanisme, oui. Est-ce qu'il y a encore c'était une femme de gauche, par ailleurs, une oui. militante. Oui, elle était incroyable, Ida Lupino. Hein. Alors peut-être que nous allons nous séparer. On n'a quasiment pas parlé d'écriture, or c'est quand même c'est la seule chose qui m'intéresse. Hein, essentielle dans ce livre. Donc est-ce qu'on peut vous demander encore 5 petites minutes et tu lirais le dernier chapitre peut-être le tout dernier, c'est oui, peut-être pas le plus facile à lire, mais toi tu dois pouvoir le faire. D'accord. Voilà. Pour avoir un goût de cette très belle écriture. Le dernier chapitre s'appelle L'art de la fugue. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup étudié avec parce que tout ça, c'est une fugue, mais quand même, la fugue, c'est un thème musical très technique. Voilà, l'art de la fugue. 2022. Bureau de la détective. L'enquête s'achève. Il faut dire adieu aux revenantes. Loin, très loin, dans les villas hollywoodiennes, peuplées de grands chats, les 3 actrices jouent être un prédateur ou bien sa proie. Existe-t-il un autre jeu, une autre fugue que leur chant polyphonique qui imite la première voix ? Le sujet ou le thème originel, c'est Tipi. Tipi a une mélodie. Tipi est une mélodie. Tipi, Tipi, on dirait le pépiment d'un moineau. Mélanie et Dakota imitent le thème de Tipi. Mélanie la fille, perforée par les grands chats, imite Mélanie la mère, lacérée par les oiseaux. Non. Dakota, violentée par Monsieur Gray, reproduit le chant de sa grand-mère, abusée par Monsieur Hitchcock. Non. Dakota qui subit la fessée. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
imite les petites filles de Marny qui ont mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dakota, fille et petite fille, introduit une mutation. I am the mother. Les 3 voix successives se joignent en une fugue. La détective l'appelle fugue petite fille, diminutif que le père de Nathalie a choisi. Et la liberté ? La liberté se limite-t-elle à de légères variations sur un thème ? La liberté a-t-elle sa place dans la fugue des 3 actrices dont la vie et les rôles s'imitent, se reproduisent, se répondent ? La détective ne sait pas. Pendant qu'elle menait son enquête aux 4 coins du monde, les oiseaux disparaissaient. Le printemps est arrivé. Par la fenêtre grande ouverte, une poignée de survivants s'adressent à elle. Rrrr, tipi, tipi. La détective range le vieil imperméable et le carnet noir dans un coffre et elle sort de chez elle. Merci beaucoup. Le livre d'Hélène Frappat, 3 femmes disparaissent, est édité chez Actes Sud. Hélène Frappat a aussi fait paraître chez cet éditeur Lady Hunt en 2013, N'oublie pas de respirer en 2014, Le dernier fleuve en 2019 et Le mont Fuji n'existe pas en 2021. Elle est aussi l'autrice de Tony Servillo, Le nouveau monstre aux éditions Séguier et d'essais sur Jacques Rivette parus notamment au Cahier du cinéma. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 1er février 2023, réalisée et mise en onde par Radio Radio.